Adila, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Troisième édition du HR Café. Alors, quel sera un peu le thème de votre rencontre à Eben? Alors le thème d'aujourd'hui en anglais, c'est Humanizing the Organization in the Digital Era. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est comment rendre l'organisation en l'an 2021 plus humain au sein d'un environnement où tout devient automated, digitalisé, etc. Ça veut dire que le travail a perdu son humanité, parce qu'il y a 20 ans, 30 ans de cela, l'apport de l'électronique, de tous ces matériels-là était très peu. Oui. Alors effectivement, vous savez, il y a une évolution constante de l'humanité, des organisations, du coup, et c'est normal donc qu'à chaque époque, il y a un changement qui vient. Vous allez vous souvenir que peut-être à l'époque de nos parents, il y avait ces salles où il y avait le job de typiste, où le typiste s'asseyait toute la journée et était en train de typer des lettres, etc. Donc avec l'évolution, ces postes-là ont été remplacés par l'ordinateur. Donc qu'est-ce qui est devenu à ces personnes-là? Ils ont dû se reconvertir, apprendre l'outil digital, si je peux le dire à l'époque, ce n'était pas vraiment l'outil digital, c'est apprendre à manier l'ordinateur, le clavier d'une façon différente. Et là aujourd'hui, on a une autre évolution, c'est que tout devient automatisé. Qu'on le veuille ou non, c'est ça les tendances à travers le monde et à Maurice aussi. Donc, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Longtemps, il y avait la machine à écrire. Ça a un son, ça a un bel, mais on n'avait pas le droit à l'erreur. Parce qu'avec l'informatisation, on peut backward, on peut select, on a des autocorrecteurs. Donc, l'attention avant à l'écriture était plus constante. Parce que s'il manquait un E accent aigu, il fallait retaper toute la page. Donc, effectivement, l'outil technique, l'outil digital est là pour faciliter la vie du travailleur, la vie de la personne qui a cette responsabilité d'écrire ou whatever, de sorte à ce que ce travail qui avant peut-être était de dur labeur, de s'assurer que les conjugaisons se faisaient correctement du premier coup, etc. Tout ça, on peut oublier et se focaliser sur les choses plus importantes, plus impactful au sein de l'entreprise. On peut passer plus de temps à réfléchir, à strategize, à voir comment améliorer son travail, à améliorer les process et le rendement. Donc, ça suit la productivité, du coup, ça suit. Donc, on est toujours dans ce monde de transition. Vous serez d'accord avec moi, là, c'est qu'il y a une génération qui ne sont pas computer facilitate. Après, il y a la nouvelle génération. Bon, ça, c'est la génération de nos enfants. Ils connaissent nos portables mieux que... Absolument. Justement, comment dans une organisation, on arrive à apprendre une vieux secrétaire qui est là depuis 30 ans, qui connaît la machine à écrire, qui a évolué, on va parler de Symfony, de tous ces vieux programmes-là pour venir aux produits, moi je veux dire, éditeur de texte, je ne veux pas dire de mode. Comment un HR peut faire quelqu'un qui a de l'expérience dans ce monde qui va si vite maintenant? Maintenant, on peut écrire une lettre sur un smartphone. Jean-Claude, cette conversation-là, ce challenge-là, on l'avait 10 ans, 15 ans de cela. Je peux vous dire qu'en 2021, la grande majorité des personnes, des vieux, entre guillemets, sur le monde du travail, ont su s'adapter, ont su évoluer. Pareil comme à l'époque, on a su laisser de côté les machines à typer, etc. Il n'y a pas de choix. La digitalisation, si on ne le suit pas, vous savez, même ma belle-mère, même mes grands-parents ont un smartphone de nos jours. Donc, on n'a plus ce téléphone où l'écran était monochrome, où on pouvait juste téléphoner, etc. On est obligé, si on veut survivre, on est obligé d'évoluer, d'adapter, de s'adapter à ces nouvelles technologies-là. Donc, sur le marché du travail aujourd'hui, heureusement qu'on n'a plus ce gros challenge de faire comprendre qu'il y a un processus de change management qui arrive et il faut embrace, les gens comprennent. C'est une question de survie si on veut continuer à travailler. Pour ce que la génération des baby boomers se termine, ça veut dire que nous faisons partie de cette génération des boomers. Là, il y a la génération X, Y, Z, les millennials qui rentrent. C'est différents types de philosophie. On sait que les millennials, ils sont TikTokers, ils sont beaucoup dans la technologie qu'un HR ne peut pas comprendre.
s'il est un peu âgé, il ne va pas comprendre tout ça. La digitalisation pour les compagnies, ce sont ces outils-là, les réseaux sociaux, les vidéos, les short vidéos, tout ça. Oui. Alors ça, c'est quand même une remarque très pertinente, Jean-Claude, parce que les nouvelles générations qui rentrent dans le monde du travail, comme vous le dites, c'est ça leur outil principal. L'ordinateur, le smartphone, les réseaux sociaux, etc. Et nous serons vraiment on the bad side si on essaye de les faire changer et de devenir comme nous, qui ont quand même été ceux qui étaient un petit peu the slow embracers of technology, notre génération. Donc c'est à nous, au fait, de nous adapter à leurs besoins, parce que c'est eux le futur. Mais Adila, c'est à nous de les comprendre, et sur l'industrie, tous les secteurs d'activité comprennent ces jeunes qui sont un peu plus clic-clic que nous. Je ne dis pas bling-bling, on dit clic-clic, parce qu'eux, ils sont habitués à travailler avec 5 échos, un Facebook, ici un TikTok, ici, c'est-à-dire que nous sommes très, très focus. Ouais, alors très pertinente, parce que c'est vrai, il y a un problème au sein des organisations. Et c'est quelque chose qui a tout le temps été là, hein, le clash entre les anciens et les nouveaux. Sauf que maintenant, avec la digitalisation, ça évolue encore plus. Et on est obligé, si on veut succeed as an organization, on est obligé de embrace ces jeunes-là, leurs attentes, leur aptitude technologique, ce qu'ils arrivent à faire que nous, on n'arrive pas. Ils sont nés avec un gadget à la main, un iPad, un téléphone, you name it. Ils sont nés avec ça. Ils sont des gens qui connaissent the way that technology nous permet de work smart. Aujourd'hui, on ne parle plus de travailler dur, mais travailler d'une manière smart. Et ça ne peut qu'apporter des avantages. Je voulais poser cette question-là. Si vous avez en tant que chercheuse de talent, quelqu'un qui a des diplômes mais qui n'a pas cette affinité technologique, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui n'a pas de diplôme mais qui a une grande capacité technologique, qu'est-ce que l'employeur fait dans ce cas-là? Il se trouve dans un dilemme? Ouais. Alors, comme je le dis tout le temps, Jean-Claude, gérer les ressources humaines, ce n'est pas une science 1 plus 1 égale 2. Pour chaque poste, il faut peser l'importance du digitalisation au sein du poste ou les autres skills. Donc, selon les postes, si par exemple, on est en train de prendre quelqu'un qui va faire le digital marketing, bien sûr qu'on va favoriser la personne qui a plus d'expérience, qui sait manier plus d'outils technologiques, Publisher, Photoshop, etc. Content management. C'est normal parce que c'est important. Mais on ne peut pas, ceux qui n'ont pas d'expérience ou n'ont pas de connaissances dans l'outil technique, digital, Office, Word, etc., on ne va pas nommer, mais dans ces outils-là, c'est sûr qu'ils sont défavorisés quand ils partent à un entretien. Mais de cette partie, comment on peut humaniser toute cette digitalisation qui se fait de plus en plus? J'entends l'industrie textile, la main bizarre me dit, on va aller plus vers l'automatisation, il y aura moins d'humains, il sera juste un presseur de boutons, un on-off, c'est tout. Oui. Alors, il ne faut pas regarder vers le futur. Hein. Si vous analysez le présent déjà, vous allez voir qu'avec la Covid, il y a eu un gros changement avec la façon dont on est en train de travailler. Le work from home, par exemple, est devenu une réalité. Avec le work from home, c'est vrai que chaque employé a eu un ordinateur, a eu son laptop, a eu un téléphone pour pouvoir communiquer et travailler avec ses partenaires, avec ses collaborateurs. Mais comment est-ce qu'on humanise l'entreprise dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on humanise quand le workforce est dispersé à travers l'île? On n'est plus dans un bureau, on n'est plus ensemble, on travaille ensemble. Donc il y a des questions réelles qu'on doit aborder et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Donc si je comprends bien, Adila, le work at home, work from home sera un sujet important parce qu'on rentre dans l'intimité
vous avez travaillé, vous savez c'est quoi. Oui, absolument, Jean-Claude. Et il n'y a pas assez de recherche pour le démontrer, mais un constat sur le terrain vous démontre que le work from home, ça vient avec son load of challenges. La digitalisation nous a permis de work from home aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on humanise ce concept-là? Comment est-ce qu'on fait qu'on ne lose pas le personal touch, que la compassion au sein de l'entreprise continue à exister, que le team spirit continue d'exister, que tout le monde se sent bien dans leur peau, même si on n'est pas connecté avec l'entreprise. Donc, humaniser, ça commence par ces petits challenges-là aussi. Faisons un petit bilan du HR Café. Vous êtes à la 3e édition. Les 2 premières, vous êtes satisfait? Ça a pris son envol, la mayonnaise a monté, comme on dit. Oui, je pense, enfin on est très content, Jean-Claude. La mayonnaise, comme vous l'avez dit, a définitivement monté. Ce qui est important, et c'est ce que moi j'apprécie personnellement, c'est le niveau de débat qu'on a au sein d'HR Café. Donc notre formule, c'est avoir 2 ou 3 panélistes qui viennent présenter le sujet, qui parlent sur le topic du jour, comme aujourd'hui la digitalisation et l'humanisation de l'entreprise. Mais après, il y a un débat très approfondi. Et dans 2 des cas, on a eu aussi des discussions après l'événement sur comment convertir le talk into action. Justement, ça vient à un point nommé ces 3 derniers mots. Comment vous allez agir? Donc déjà, aujourd'hui, c'est la sensibilisation qui se fait. Ça se fait, on a une 30aine de participants, Covid oblige, on ne peut pas compromettre sur les protocoles sanitaires, les précautions qu'il faut prendre. Donc on a une 30aine de personnes. Si vous regardez le profil de ceux qui viennent, des business owners, des têtes pensantes, des personnes qui ont leur business. Donc ces personnes-là, on réfléchit, on discute. Et après le débat, il y a une partie où on va network et discuter. Très souvent, c'est pendant le networking que les idées émergent et qu'on commence à voir les idées bouillonner. C'est comme ça que pour notre dernière session sur le gender pay gap, on est en train de mettre un petit task force pour commencer à réfléchir sur le sujet et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les entreprises du secteur privé. Sur le gender gap, on m'avait dit qu'il y avait au moins 257 ans pour rattraper, pour faire ça 1 an. Ouais, donc vous pensez après ça, les esprits, certaines personnes sont commencées à réfléchir un peu plus profondément à cette question-là? Absolument, et on aura une 2e session de sensibilisation qui va venir en novembre au sein du secteur privé et je vous tiendrai au courant. Donc on espère, et pour moi en tant que fondatrice de HR Café, c'est ça vraiment ce qu'on souhaite, qu'on ne soit pas seulement un monthly meet-up, que de ça émerge de l'action concrète où on peut prendre ces idées-là et voir comment améliorer l'organisation du futur. Dernière question, on sait très bien que les résultats de la HSI sont aussi, on félicite ceux qui ont été lauréats, mais qu'est-ce que vous allez leur dire s'ils cherchent du travail? Il y a une partie qui va partir, vont faire des autres études, d'autres qui vont aller vers l'université, mais il y a toujours une partie qui va chercher du travail, qui est en train de chercher du travail. Merci pour cette question. Alors, le message que moi j'ai à leur dire, c'est n'oubliez pas que les études universitaires sont primordiales. C'est vraiment le passeport pour eux d'avoir une carrière dans le domaine qu'ils souhaitent, mais de ne pas oublier le côté soft. Vous quittez l'école, vous quittez cette institution très structurée où il y avait les professeurs, il y avait les coachs, et là vous partez dans la nature. On me l'avait dit quand moi j'avais quitté l'école que it's a jungle out there. C'est encore pire aujourd'hui. Et avec Covid et tout ce qui émerge, tout ce que je peux leur dire, c'est de embrace les expériences qui viennent vers eux. Il ne faut pas se dire, non, moi j'étudie l'ingénierie, je ne peux pas aller travailler dans une société qui fait du manufacturing ou de la vente. Non, aujourd'hui on a besoin d'être créatif, on a besoin d'amalgamer les expériences, de cumuler les expériences, parce que c'est ça qui va nous forger caractère, personnalité et qui va nous rendre résilients. Parce que s'il faut être quelque chose dans le monde actuel, c'est démontrer la résilience. Adila, merci beaucoup. Andy Goodwin, good morning. Hello, how are you? What are you doing here in HR Café when you are doing AI in this blockchain technology?
It's far away. So I'm a technologist and a futurist. So what that means is that I look at different business functions and see how we can introduce new technology to augment and to bring more enhancement to those business functions. HR, as you probably know, unlike other business functions, has actually taken a lot of time to modernize. So it is the golden age for HR, in my opinion, where HR can really benefit from all of these new technologies. So yeah, that's why I'm here to make a case for How AI and all this technology coming from another world, I can say, can help the resource manager, the human resource managers. So if you think, for example, okay, take going through a resume, okay, when you have a job application out there, some people receive over 1,000 resume for a basic single position. Now that takes a number of man hours that somebody or a bunch of people have to go through. When you feed this through an AI system, well, this can happen within a couple of minutes. So you are bringing efficiency into that process. If you look at, let's say, the interview process, okay, there's certain things we're looking for in a candidate's answer, how that candidate's behavior fits the job profile and the organization. Well, machine learning can be taught to look for those things. So now you remove bias, you remove subjective opinion, and then the decisions are more objective and they are something that's much more broadly acceptable. So this is some of the benefits that you can introduce into this process. But there must be a lot of development in software R&D in That's that correct. in that work. So yeah, and that's actually interesting. So today, most businesses actually have a lot of data. The problem is to know, well, what data do we look at? What data do we keep? What data do we extract? And how do we manipulate that data to arrive at what we need? So that's where the expertise of those who understand the data technology comes into play. So you need a solutions architect in that space, and then you can put a team together and then go through this wonderful journey to arrive at something. But all this keep data protection. My data, I'm sending you my resume. Is that data protected or won't it be accessed from anywhere when you're tweeting that my resume, my letter, my motivation letter, you are doing your due diligence? Yeah, that's right. So, as you know, there's the GDPR requirement. So, systems have to adhere to that regardless. And then there's the Data Protection Act as well. Not only that, if you were to use data in such a way that necessitates informing the owner of the data, you should do that beforehand so that you have consent or implied consent. So, from that point of view, data is not really at risk. And what you want to demonstrate as an organization is how do you maintain and how do you store and how do you protect the personal information that people have given to you. Now, as you know, when you send your resume for an application, there's an implied consent there that data could be used to screen to ensure that you're fit for the role. If you're going to go beyond that, then there ought to be a level of disclosure so that people are aware of what's going on. Normally, when you're posting a job on the net, in the papers, you have two sort of person. The one doing the form, sending by email, and the person doing it the old way, the old-fashioned way, typing his letter and sending it by registered mail. How the process has been? Maybe the best candidate is among these old-fashioned, I put it that way, old-fashioned persons. I like your question because you actually just made a case for digital technology, because you can have an app on your phone that allows you to scan your resume, or you can mail it, as you said. All of this still go into if you say, central repository, where through AI products you are able to read and extract the insight that you need from all of that data to form an opinion. Just by the way, when you're writing a letter, Andy, you have the feelings, you know how the person Yes. is doing, instead of filling form, what your name, surname, address, which is dehumanizing, but that process of getting a job. How do you help them with your technology? All right, so there's something we call sentiment analysis. So sentiment is looking at the tone of a letter or somebody speaking and comparing that to what we have known in the past as to how people in a certain feeling would speak and how somebody would write. So from that point of view, we could read the sentiment of the application.
For example, I do this to my wife. She sends me a text. I put it through my sentiment analysis model. Say, is she angry? Okay, she's okay today. You know, Then it so will be good. this is how far we have come with a lot of the new technology, that we can, to a level of precision, get a good rating for the sentiment behind that information. So you are HR Cafe. What are you going to tell these HR managers but I must understand it has taken years to go to that electronic age. So my challenge today is to make a case for why we need to have digital transformation in HR. What has been the problem that we see in certain functions within human capital management? What are the benefits if we introduce and if we adopt some of this new technology? And who has done this, and how has this benefited them as well? So this is part of what my your mission. I can tell your mission today. So either they throw me out or they give me a glass of water afterwards. Andy Godwin, thank you very much. Have a good talk, man. It was a pleasure, man. Thank you very much.